Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, 1er avril 1989, le colonel Feu Idriss Déby, ayant un différend avec Hissène Habré, quitte N'Djamena avec ses frères d'armes. Quelques mois après l'action du 1er avril, avec la contribution d'autres membres opérant dans le Darfour, à l'exemple de Mozonat de Maldoum Bada Abbas, le MPS de victoire en victoire renverse le gouvernement de Hissène Habré. Pour débattre de la marche du MPS au pouvoir, nous recevons comme invité, à l'occasion de l'anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, Mouktar Ouadab, membre fondateur du MPS, et Maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du Salut. Bienvenue à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté et la démocratie. Nous vous recevons ici en tant que membre fondateur du MPS et en même temps porte-parole du MPS. Alors, première question au bas ministre que vous êtes, Ouadab. Dites-nous comment le MPS, à partir du 1er avril 1989, est parvenu jusqu'à conquérir le pouvoir ce 1er décembre 1990. Merci de nous inviter sur votre plateau. C'est un honneur pour moi, avec mon camarade Jean Padaré, de pouvoir répondre de ce que nous savons, de ce qui a été fait par le MPS depuis sa création à nos jours. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, notamment l'action du 1er avril. J'ai entendu parler et je ne peux que transposer ce que j'ai entendu parler. Il y a eu un différend, ils sont sortis, ils sont séparés de Hissène Habré, ils sont allés au Soudan en traversant tout le Tchad, en passant par le Guéra, le Wadaï, et pour arriver de l'autre côté, aux confins donc, du Tchad, frontière avec le Soudan. D'emblée, personnellement, j'étais déjà opposant depuis très longtemps à M. Hissène Habré, et j'étais à l'extérieur, notamment à Paris. Et quand l'action du 1er avril est sortie, ils ont commencé à faire des attaques. Et quand ils font les attaques, on ne sait pas s'il fallait signer ça. Action du 1er avril, Mossanat, parce que Mossanat était partie prenante automatiquement, depuis qu'ils sont sortis, ils ont accepté. Et puis il y avait d'autres partis aussi, notamment celui d'Inkhaz, du général Inkhaz, qui a donné son nom. MPS, ça veut dire Inkhaz, c'est sauver le peuple de la dictature qui sévissait. Donc Inkhaz, c'est le mouvement du général Inkhaz. Et on a accepté donc le mouvement MPS, Mouvement Patriotique du Salut. On doit venir enlever le peuple tchadien de la dictature dans laquelle ils vivent depuis pratiquement 8 ans. C'est comme ça que ils sont allés, donc les partis qui étaient sur le terrain, nous on était à l'extérieur, moi j'étais particulièrement à Paris, ils nous ont contactés, on a dit, hier vous étiez avec notre ennemi, aujourd'hui vous êtes contre notre ennemi, de par ce fait, vous devenez nos amis. Automatiquement, j'ai adhéré à l'action du 1er avril. Chemin faisant, on a dit, quelquefois c'est une action 1er avril attaquée, quelquefois on dit c'est Mossanat, on dit non, il faut qu'on crée un mouvement, un parti politique, un mouvement d'ensemble, avec son règlement intérieur, avec ses statuts, son projet de société. Par rapport à ça, des camarades sont venus me trouver à Paris, notamment Hassan Fodoul, Balzar Papi, Ousmane Gam et Abdraman Hamdan qui étaient déjà avec nous à Paris, parce que nous on était tous réfugiés là-bas, enfin pour certains. Et nous avons concocté tous les textes qui vont régir le mouvement, c'est-à-dire le projet de société, le règlement intérieur. Et puis nous sommes venus en décembre 89 au Soudan pour monter sur le front et puis créer le MPS.
manque de peau, il y a eu un couac. On n'a pas pu traverser la barrière de l'aéroport. Nous avons été refoulés. Il y avait Ousmane Gam, Hassan Fodoul. Vous étiez sur le terrain ou... Non, on n'est pas allé. On était à l'aéroport. Quelqu'un devait venir nous faire partir pour rejoindre le front. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu un grand événement, une grande manifestation au Soudan. Ça a empêché aux gens qui devaient venir s'occuper de nous pour pouvoir rentrer, de venir. Et donc, nous avons été refoulés. Il y avait, entre autres, Abdelman Hamdan, François Kayat, Hassan Fodoul, Abbas, non plutôt Assil Manga, moi, Ousmane Gam et Bal. On a été refoulés, on est reparti en France et Ousmane Gam avec Hassan et Bal ont pris les documents et sont repartis vers le Burkina. Ils sont repartis après rejoindre le front par une autre piste, celle de la Libye. Et c'est comme ça que le mouvement, au lieu d'être né en décembre 89, il est né plutôt le 11 mars 90. Et on a continué à travailler, qui sur le terrain militaire, qui sur le terrain politique. Moi, je m'occupais spécialement de la partie politique, je m'occupais de la communication, notamment les journaux, la télé et tout ça. Et je m'occupais aussi, on avait 5 représentations. Une représentation en Europe, c'était moi qui étais le représentant avec résidence à Paris. Une autre représentation à Ouaga. Oscar était le chef d'orchestre avec un bureau. Une autre représentation en Côte d'Ivoire avec Ahmed Abessedik comme représentant. Une en Libye avec Daoussa Déby comme représentant. Et une au Soudan avec Ismaël Chaïbo comme représentant. Je coordonnais les actions de tout, de ce qui était pour nous nos ambassades, en fait, les 5 là. Et en même temps, je coordonnais aussi les actions au niveau de la télé. Et puis, je faisais aussi dans la diplomatie et dans le politique, en allant rencontrer des pays amis, des mouvements amis, des personnalités amies, pour leur faire comprendre que au-delà des Hissène Habré, il y a un mouvement sérieux qui est en train de se créer et qui risque fort bien d'aller les chasser. C'est comme ça que en juillet 89, on était au sommet d'Addis. Comme nous étions rebelles, on ne pouvait pas aller ni au Guyon Hotel, ni au Hilton Hotel, ni dans les grands hôtels où il y avait les présidents et les chefs de gouvernement. Mais on utilisait des amis qui étaient des journalistes qui sont très très bien avec nous et qui faisaient passer nos documents. Il y avait Mohamed Ali Abdallah, il y avait Daoussa Déby, il y avait Ousmane Gam, il y avait Daoud Madé et moi. Et comme ça, on a pu faire connaître un peu ce que nous faisons pour demander que ceux qui veulent bien, qui partagent les mêmes idées que nous, nous aident à arriver au bout. Mais le tout n'est pas de dire qu'on est en train de faire ça, c'est surtout la détermination. Parce que la machine des Hissène Habré par le passé était très grande, très forte, très puissante. Les 3000 politiques et militaires que nous étions là, on ne pouvait pas arriver au bout de cette machine. Mais avec la détermination, nous y sommes arrivés. Oui, avec la détermination, vous êtes arrivé à prendre le pouvoir ce 1er décembre 1990. Jean-Bernard Padare, vous venez de suivre le témoignage du porte-parole du mouvement patriotique du salut bien avant vous. Alors, que vous inspire ce témoignage? Écoutez, lorsque le président Idriss Déby, à l'époque colonel, sortait du Tchad,
moi, j'étais encore jeune étudiant en France. On était en France, mais bon, on ne se connaissait pas. Moi, j'étais encore jeune étudiant. Et je sortais des cours et quand mon père m'a appelé pour dire qu'il y a eu telle ou telle situation, je n'y croyais pas. Et ensuite, lorsqu'il est sorti, tellement la force militaire de l'époque était puissante, et surtout la SP, moi j'ai dit mais c'est une aventure. Et donc il a pu s'échapper. Je crois on suivait un peu à travers la Radio France à l'époque. On captait, nous on était en province, c'était notamment à Orléans et à Tours. Et donc on captait un peu sur les ondes courtes ce qui se disait, comment ils ont pu rattraper le défunt comme chef à l'époque, Hassan Diamous, et comment le président a pu s'échapper et comment il est allé pour reconstituer le mouvement. Mais personne n'y croyait. Le 1er décembre, mon père m'appelle, il me dit, écoute, mets la FR3, c'est-à-dire une chaîne française là-bas. Je voyais les images, les gens qui sortaient avec les trucs de building, de ceci, les marchés de Dembé. Je dis, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment c'est un film ou c'est la réalité? Effectivement, c'était la réalité. Donc en 91, j'étais venu en vacances, ici au Tchad, et je voyais les choses, vraiment que les choses ont changé. Quand je partais pour mes études, les fouilles, on se méfiait de tout le monde. En 91, les gens vraiment vivaient. On m'a invité même c'est pas une boîte de nuit, mais qui ressemblait. On est rentré tard avec un ami qui est Bongoro, d'ailleurs, Théophile Bongoro, qui était venu me chercher à l'aéroport. On est allé se défouler, on a dansé, on s'est amusé, mais vraiment, à n'importe quelle heure, on pouvait circuler. Ce qu'il a raconté, c'est effectivement, on sent que c'était des gens qui étaient déterminés, des gens qui se battaient pour un idéal de la démocratie, de la liberté. D'ailleurs, dès qu'ils sont arrivés, la seule chose qu'ils ont eu à dire à travers le colonel Déby à l'époque, c'est que je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté et la démocratie. Et donc, je pense que c'est le cadeau le plus précieux, parce que vous avez vu à côté de chez nous, la Libye, pour ne pas citer Gaddafi, avait tout fait pour les Libyens. Tous les Libyens qui naissaient, selon ce qu'on nous racontait, avaient déjà un compte ouvert. Les Libyens, pour acheter de carburant, ils avaient tout, mais il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la démocratie. Mais ils ne se sentaient pas bien, malgré tous les matériels qu'ils avaient, tout le luxe, tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour vivre, pour être heureux. Il fallait cette liberté-là, qu'ils n'avaient pas, que le peuple libyen n'avait pas. Et bon, je n'entre pas dans les détails. Est-ce que c'est de cette manière qu'on devait leur imposer la démocratie? Mais toujours est-il que c'est pour dire que ce que le président, le MPS a apporté, avec en fait la jeune génération, ceux qui sont nés peut-être juste avant l'arrivée du MPS, ou ceux qui sont nés après, ne peuvent pas en fait mesurer la qualité de cet apport-là. Effectivement, avec le multimédia, avec les réseaux sociaux, on essaie de comparer à tel ou tel. On dit non, le MPS a apporté quoi. Des fois, sur les réseaux sociaux, quand on poste quelque chose, on dit 32e anniversaire, on dit oui, commémoration de journée de deuil. Ils ne savent même pas ce qu'on vivait dans les années d'abord 70, quand nous on était jeunes, dans les années 80, ce qu'on a vécu jusqu'à la fin. Donc, c'était des gens qui étaient pétris d'un idéal. Et il y a eu sur le terrain des gens qui s'étaient sacrifiés. Mais ils sont arrivés à bout de leur objectif parce qu'ils étaient déterminés. D'accord. Et c'est ça qui nous inspire. Oui. Wardab, en suivant vos explications, vous étiez porte-parole du mouvement patriotique du salut à l'époque. À l'époque, la communication n'était pas aussi développée. Alors, comment vous arrivez à coordonner? N'étant pas encore sur le terrain, parce que vous n'avez jamais participé au terrain, vous n'avez pas été au maquis. Vous savez, être porte-parole d'un mouvement rebelle, c'est différent d'être parole d'un gouvernement. J'étais porte-parole là-bas, quand on était rebelle,
Et j'étais aussi ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ici, on est à l'aise quand on est dans le gouvernement, parce qu'on a tout le gouvernement derrière, on a tout l'État derrière. Moi, je voudrais que vous me parlez de votre fonction en tant que porte-parole de rebelle à l'époque. Oui. Comment vous êtes parvenu à coordonner, par exemple, vos actions, puisque vous n'êtes pas sur le terrain? Non, mais c'est-à-dire que voilà. La victoire que le MPS a menée, vous n'étiez pas là. Nous avions une base en Libye. C'est à partir de cette base que nos Toyota prennent notre matériel pour aller sur le front. Cette base-là, ils ont des vacations par radio le matin et le soir. Eux, ils communiquent avec Tripoli, Daoussa est là-bas. Daoussa me passe directement par téléphone ce qui s'est passé le matin ou à midi ou le soir, et moi je le passe directement dans les médias. Téléphone fixe, oui. Téléphone fixe, il n'y avait pas le portable. Téléphone fixe. J'avais le téléphone fixe à côté. J'avais un bloc-notes comme ça, avec un bic, qu'on m'appelle à 4 h du matin, qu'on me dit, dès que je me réveille, j'allume la... Hop, j'écris ce qu'il y a pour le développer le lendemain et puis le balancer. À un moment donné, il y avait des informations qui fusaient donc de la partie que nous combattons et de nous-mêmes. Les gens se sont rendus compte qu'en fait, de l'autre côté, on passait des informations fallacieuses. Par contre, quand ils vérifient nos informations que nous donnons, nos informations étaient proches de la vérité. Ce qui fait que, à un moment donné, nous passions plus dans les médias que le gouvernement ici, le gouvernement d'antan. Jean-Bernard Padaré, vers les années 90, vous étiez un militant des droits de l'homme mordu. Vous avez eu à tirer à boulet rouge sur le MPS. Aujourd'hui, comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui militant servant du mouvement patriotique du Salut? Excusez-moi le terme quand même. Oui. Je ne sais pas si j'ai tiré à boulet rouge sur le... Vous avez critiqué le régime aussi? Bien évidemment. Oui, vous avez critiqué le régime. Nous avons beaucoup critiqué. Oui. Et pourquoi? Nous avons critiqué certaines pratiques, notamment la liberté de la presse, parce que moi je me suis beaucoup investi pour défendre les journalistes, les journaux. À cette époque, malgré le fait que le président avait fait abolir, comment on appelle, l'outrage au président, pour moins de choses, on fermait ou bien on incarcérait les journaux. Et à l'époque, il y avait, et d'ailleurs c'est dans les années 2000, il y avait le journal N'Djamena Hebdo d'abord à l'époque, et ensuite avec le journal L'Observateur, il y a Le Temps, il y a eu tous ces journaux-là. Donc j'étais l'un des rares qui a accepté de prendre ce dossier parce qu'en plus on était tout jeune, bien ambitieux, mais justement parce qu'on croit à l'idéal. Parce que moi quand j'étais en France, j'ai milité au Parti Socialiste. Donc j'étais de la branche un peu jospiniste. Hein? Ce qu'on appelle MJS, Mouvement des Jeunes Socialistes. J'étais d'ailleurs chargé de la communication dans le Loiret, dans le département. Donc, je me retrouvais exactement dans l'objet social du MPS qui était la social-démocratie. La social-démocratie suppose qu'il faut qu'il y ait une certaine liberté, qu'il faut privilégier le social. Donc, c'est dans ce sens, sans avoir été militant. Parce qu'en fait, quand je suis rentré, je n'ai pris aucune carte. Je militais au sein donc de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, que mon ami Dobian, avec qui on a beaucoup combattu. Vous l'avez laissé seul au front? Non, ce n'est pas contradictoire. En fait, c'est ce que les gens y pensent. Quand on est des droits de l'homme, c'est comme si on est de l'opposition. Non. Moi, je peux être militant du MPS et appartenir. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tous les jeunes comme Hassan Silla étaient du groupe théâtral de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Il y a la conviction politique et la défense des droits de l'homme. Or, quand on est au Tchad, malheureusement, et dans pas mal de pays africains, quand on appartient à un mouvement de défense des droits de l'homme, on doit être contre le système. Non, on doit amener le système à évoluer favorablement à la défense aux droits de l'homme. Donc c'est ce qu'on a eu à faire. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Et après moi, quand j'ai intégré le gouvernement, il y a mon ami Sidiki Kaba, qui était le
le président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, qui avait intégré le gouvernement sénégalais, qui était ministre de la Justice. Maintenant, je pense qu'il est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, il a tout fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on a renié nos convictions. Au sein du MPS, effectivement, on privilégie, on fait en sorte que les droits de l'homme soient l'axe central de notre programme. Nous, on est en train de tendre vers la dépénalisation du délit de presse. C'est-à-dire qu'on ne poursuit plus, par exemple, un journaliste au pénal pour telle ou telle chose. Il faut le dépénaliser, mais il faut mettre beaucoup plus de dommages-intérêts pour que ça pèse sur le directeur de publication ou les journalistes de façon à ce qu'ils ne commettent pas de délits de presse. Donc voilà, des infractions de ce genre. Donc ce n'est pas du tout incompatible. Vous savez, ça va en droite ligne de ce que nous avons conçu à l'extérieur. À Ouaga, nous avons aidé à monter le droit de l'homme là-bas. Parce que, étant à Paris, j'avais des contacts permanents avec le droit de l'homme là-bas, avec Gaëtan, avec Djamal, Gaëtan le malgache, avec Djamal le marocain. C'était nous qui leur livrons les choses qui n'allaient pas. Et quand on est allé à Ouaga, les premières personnes qui ont voulu monter le mouvement des droits de l'homme, oui. Eh bien, nous les avons aidés. Au MPS, nous les avons aidés en 90 à Ouaga. Oui. Ils sont venus, après, les jeunes ont repris ça par la suite, et ça va en droit. D'ailleurs, même, quand il dit, je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. Et quoi qu'on en dise aujourd'hui, si on voit la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, sortez un peu en Afrique chez nous. Nous sommes 54 États, 55, d'accord? Mais on n'est pas les derniers en matière de droits de l'homme. Hein. Les choses qu'on dit sur les journaux ici et qu'on accepte, ailleurs on ne les accepte pas. Pour vous compléter, mais ce qu'on écrit, par exemple, ce qu'on écrit sur le président de transition, mais vous ne lirez pas sur le président de transition du Mali. Vous ne lirez pas sur le président de transition de la Guinée, Conakry, sur le président de la transition du Burkina. Vous ne lirez pas sur le président de la République, sœur du Cameroun ici, le Congo, Gabon, d'autres. Mais qu'est-ce qu'on n'écrit pas? Comment on le décrit? J'ajoute, le feu maréchal a dit qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui. On n'a pas dit qu'il était enceinte parce que c'est impossible. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Pourtant, la vie continue. Oui. Les gens, chacun fait son travail. Et la liberté de presse, je crois, elle est effective. Pour avoir été moi-même président du Haut Conseil de la Communication, je fais les comparaisons entre des pays, comme l'a dit mon camarade Padaré. Ben, je crois que à la matière, il faut vraiment être, content de ce que nous faisons. Bon. D'accord. Oui, Maître Jean-Bernard Padaré, vous êtes porte-parole du mouvement patriotique du Sali. Aujourd'hui, s'il y a lieu à tirer un bilan de 32 ans du MPS au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 32 ans de pouvoir? Écoutez, le bilan, pour ne pas être exhaustif, je dirais que d'abord, la démocratie, il y a au moins plus de 250 partis au Tchad. Et ces partis-là s'expriment librement. Il y en a même qui ont appelé à l'insurrection. Et ça, vous en avez vécu. Lesquels? Je ne nomme pas. Les contemporains, vous les savez, vous les connaissez, le 20 octobre. C'est des partis qui ont été légalisés. Vous pensez qu'en 82... C'est une marche pacifique. Bon, c'est vous qui le dites. Mais en tous les cas, vous savez la réalité. Une marche pacifique, vous savez comment ça s'organise, comment ça se pratique. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une parenthèse. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des infrastructures. Maintenant, s'il n'y a pas eu d'entretien, par exemple des infrastructures routières, il y en a qui s'échinent à dire que non, que, oui, voilà. Mais on a quand même à peu près 3000 km de routes bitumées. C'est pas peu. Maintenant, si l'entretien n'a pas suivi, c'est une autre paire de manches. Je pense, je ne sais pas si vous avez fait le lycée à N'Djamena dans les années 80, ou au Tchad, mais il y avait combien de lycées à N'Djamena? Prenons simplement le cas de N'Djamena. Un seul lycée. Félix Eboué. Avec technique. Oui, non, mais je veux dire le lycée Félix Eboué. Oui, oui. Lycée technique, oui, l'enseignement général. Lycée Félix Eboué. Lycée technique commercial,
Le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur et industriel. Le collège évangélique. Oui, c'était des collèges. Voilà. Oui, c'était des collèges. Voilà. Les gens venaient faire le bac au lycée. Au lycée. Voilà. Donc, aujourd'hui, chaque arrondissement, mieux, dans les cantons, vous êtes du Mayo-Kébi, Est, vous avez dans les cantons, Yoé, ou dans des cantons, vous avez des lycées partout. Vous sortez, les gens ne font plus 5 km pour aller à l'école. Nous, on quittait pour venir faire le lycée à Léré. Les gens faisaient combien de kilomètres? Pour faire le collège. Ou bien pour faire même l'école primaire. Au temps de mon père, là, il faisait combien? Et même dans les années 80. Donc, les infrastructures scolaires, au point de vue santé, honnêtement, il y a des villages, rares sont nos villages qui ne sont pas dotés des centres de santé. Mais pourtant, on crie l'injustice. Normal. On crie l'injustice. L'être humain, même si vous lui donnez n'importe quoi, il y a des pays développés comme la France, les États-Unis, les gens revendiquent toujours. C'est normal. C'est inhérent à la nature humaine. Et c'est normal d'ailleurs qu'ils nous disent qu'on n'a rien fait. Ça nous amène à mieux faire. Donc le bilan du MPS, il est là. Un vrai historien, un vrai politologue ou sociologue objectif pourra dire oui. Si on prend les différents présidents qui ont géré le Tchad et le bilan du MPS, il est clair. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, peut être fier de ce qu'il a eu à faire pour son pays. Est-ce que d'autres pourront faire autant que lui? C'est la question que nous, qui lui survivons, devons nous poser. Oui, on parle aussi d'une mauvaise gestion des ressources humaines, des ressources financières par le MPS. Vous savez, la perfection n'existe nulle part. La perfection n'est donnée qu'à Dieu. Et toute chose étant égale par ailleurs, il vous a cité certains pays. Moi, j'ai lu un article hier. Il y a des pays qui tirent 2 ans, 3 ans, voire 5 ans d'arriéré de salaire. Il y a des pays, je ne vais pas citer, j'ai lu ça hier soir. Alors, nous ne sommes pas les derniers. Vous savez, il a parlé des routes. On va à Béché, c'est 1050. Ah non, c'est 950. On va à Sarr, c'est à peu près 900. Je faisais, quand j'étais au lycée, j'ai fait 18 jours pour venir d'Abéché à N'Djamena en vacances au mois de juin. Maintenant, je fais moins de 18 heures. Après le décès du maréchal, feu maréchal, paix à son âme, bientôt, après cette phase de transition, nous allons organiser certainement les différentes consultations électorales. Alors, avec le décès du maréchal, est-ce que c'est pas s'atteler par exemple à l'adage qui dit la tête du serpent étant coupée, le reste ce n'est que de la corde? Et au fait, comment le MPS se prépare-t-il pour affronter les différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon? Contrairement à certains leaders politiques en Afrique, le maréchal du Tchad a eu à faire des pépinières. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de la sécurité. Il les a plantés. Dieu l'a rappelé. Et je vous raconte une anecdote. Un jour, on était avec lui, quand j'étais secrétaire général de la présidence. Je dis, Monsieur le Président, moi, avant de dormir, je prie Dieu pour que rien ne vous arrive, parce que si le jour où vous ne serez plus là, ce pays-là risque d'être ingouvernable. Il dit, mais comment tu peux parler comme ça? Avec tout ce qu'on est en train de faire, l'unité nationale, attends, et vous, là, vous serez là pour faire quoi? Qu'est-ce que vous faites à côté de vous? J'ai dit non, parce que vraiment, je pense qu'il n'y a que vous, que quand vous parlez, les Tchadiens se rangent. Sinon, vous avez trop laissé, sous prétexte de la démocratie, les gens font n'importe quoi et chacun se lève, ils font du machin. Il dit non, ne sois pas pessimiste. Effectivement, le jour où on nous a annoncé, moi j'étais à mon cabinet, qu'il n'était plus. Mais j'ai cru que les choses allaient dans tous les sens possibles. Dieu merci. Eh bien, les Tchadiens, conscients, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a que lui qui est absent. Sinon, tout va bien. Et lui, il doit en être fier là où il est. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on est fin prêt. Vous avez vu comment les 18 mois, on les a traversés.
beaucoup avaient prédit l'implosion du MPS. Le MPS s'est plutôt consolidé. On a préparé le dialogue national inclusif. Il y en avait qui avaient signé l'arrêt de mort du MPS avec l'organisation du dialogue. Nous avons fait le dos rond, on a encaissé, on a accepté notre part d'échec, mais nous avons aussi exposé notre part de réussite, de succès. Maintenant, on a 24 mois. Nous participons comme tous les autres partis à la transition. Nous n'avons pas besoin de nous exceller dans tel ou tel domaine. Nous nous préparons. Nous sommes dans les starting blocks. Comme tout parti, bien évidemment, nous rêvons de reconquérir le pouvoir. Aujourd'hui, le MPS n'est pas au pouvoir. Et qui va être à la tête du parti? La tête du parti, est-ce qu'il y a une question? Aujourd'hui, il y a un capitaine dans le bateau. C'est Dr Haroun Kabadi. Et il est à la tête du parti. Et il pilote très bien le parti. Il essaye de structurer le parti. Il donne un soubassement au parti. Et il appelle les jeunes à ses côtés pour essayer de leur mettre le pied à l'étrier de façon à ce qu'au moment venu, eh bien, on laisse les jeunes prendre le relais et nous, on se retire pour les observer. Voilà comment le MPS fonctionne et comment il est structuré. Ceux qui pensent que le MPS va imploser ou va disparaître, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà, merci cher invité. Nous vous souhaitons surtout bonne fête de la journée de la liberté et de la démocratie, n'est-ce pas? Absolument. Tout à fait. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission. Nous venons de recevoir sur ce plateau Mouktar Ouadab, membre fondateur du MPS, et maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du Salut. Au revoir, merci.